quelque chose que nous avions déjà expérimenté dans le passé, c'est-à-dire, bien sûr, on va se tenir pour une bonne partie de notre séquence aujourd'hui à faire ce que nous avions annoncé au cours de la conférence de la première fois, c'est-à-dire de suivre la problématique qui avait été posée avec 5 questions majeures. Donc, dès aujourd'hui, on commencera avec la première, c'est-à-dire pourquoi l'Europe a tardé à se doter d'une politique de défense et de sécurité. Mais ce que je vous propose, et puis vous me direz très simplement si cette organisation des séances ne vous convient pas, de prendre pendant une petite vingtaine de minutes des points d'actualité, tout simplement parce que il me semble assez important de coller à des événements dont les médias ne parlent pas forcément en abondance et qui me semblent des domaines où, en termes de politique et de défense et de sécurité, il y a quelques mots à dire. Non pas pour en faire des conférences à part entière, mais pour évoquer des choses qui méritent un tout petit peu d'attention. Alors vous voyez là, avec le titre, quelque chose qui ressemble bien sûr à la mer Baltique et aux pays limitrophes. Donc on va regarder ces premiers points d'actualité. La mer Baltique avec la suite, un titre avec un point d'interrogation, un lac otanien, donc un lac qui serait sous domination de l'OTAN, avec, effectivement, c'est une question. J'emprunte pour cela un auteur que vous connaissez, puisqu'on l'a cité au moins à 2 ou 3 reprises pendant la première conférence, c'est Thomas Gomard, le directeur de l'IFRI, et qui a sorti un papier sur le sujet dans l'excellente revue qui s'appelle Études du mois d'octobre 2024. Donc c'est tout récent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu dont on parle peu et qui mérite, me semble-t-il, notre attention? Dont on parle peu, mais dont on avait parlé pas mal il y a 2 ans. Souvenez-vous, à propos d'un gazoduc célèbre, en se posant des questions, quels étaient les auteurs de cet attentat, puisqu'il s'agissait bien de ceci, qui avait donc supprimé l'acheminement direct du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Mais depuis, c'est vrai qu'on en parlait peu. Alors, ces pays qui sont limitrophes de la Baltique, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord que ce sont des pays qui ont des traits communs, c'est qu'ils ont tous des options de défense qui sont claires. Ce sont des pays qui sont fermement, en termes de politique extérieure, opposés à l'agression russe en Ukraine. On va le voir un instant avec une carte. Ce sont des pays qui présentent néanmoins des vulnérabilités de différents types. Alors on vient de le rappeler ce qu'il en avait été pour le gaz entre la Russie et l'Allemagne. Par contre, les médias avaient très peu parlé d'un autre gazoduc, peut-être vous en souvenez, mais il fallait lire attentivement certains organes de presse pour en entendre parler. Quelques semaines après, il y avait eu un autre gazoduc qui avait été détruit entre la Finlande et l'Estonie. Donc on voit que c'est des pays qui peuvent être vulnérables compte tenu qu'il y a des risques d'agression dans des mers qui ne sont pas très profondes. On peut retrouver des choses à peu près proches, en quelque sorte, avec le sabotage récent, le 18 novembre dernier, donc c'est pas si vieux, des câbles sous-marins. Il y en a 2 le même jour, le 18 novembre, l'un entre l'Allemagne et la Finlande, l'autre entre la Suède et les Pays-Baltes, qui ont été détruits. Donc le même jour,
c'est pas le hasard, c'est bien qu'il s'agit d'une forme de guerre hybride. Bon, est-ce que c'est une intervention russe? Peut-être. Est-ce que le seul bateau qui a été retenu pour une enquête judiciaire, c'est un bateau chinois qui est pour l'instant fait l'objet d'une enquête par les autorités judiciaires suédoises? Voilà, donc même si ça ressemble à un lac entre guillemets otanien, bien ici passent des choses qui montrent que l'on peut être dans des zones vulnérables. Ce qui fait dire au ministre allemand de la Défense, il s'appelle Pistorius, Boris Pistorius, la sécurité de la région baltique, dont on parle à l'instant, est indissociable de la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Bon, c'est son point de vue, mais qui n'est pas tout à fait faux. Et peut-être le dernier point qu'on peut évoquer, enfin, ou deux derniers points, c'est qu'il y a des... Peut-être, on va le voir tout de suite à travers une carte, ce sera peut-être davantage compréhensible. Alors, j'espère qu'elle est lisible, y compris au fond. J'ai suggéré à ceux qui étaient les plus éloignés de prendre un peu d'avancement, parce qu'il reste encore quelques places devant au besoin. C'est de voir que vous voyez en bleu tous ces pays qui font partie, qui sont membres de l'Union européenne. Vous repérez tout de suite que ces pays, eh bien, qui apparaissent sur la carte, elle est un peu dépassée, dans la mesure où il y a, dépassé de 2 ans, 2 pays qui n'ont pas cette étoile, la Suède et la Finlande, alors qu'ils sont membres de l'OTAN, la Suède et la Finlande. Bon, c'est pas grave, on corrige l'erreur. Alors, qu'est-ce qui est important ici? C'est que le QG de l'OTAN de la Baltique a été inauguré il y a quelques jours, au milieu du mois de novembre, et qu'effectivement, ça a donné lieu à de très vives protestations du Kremlin, disant que c'est une nouvelle agression de plus de l'OTAN dans une zone sensible, etc. Donc ce qui montre aussi, c'est l'importance accordée par le système de défense occidental à cette zone. Il y a un autre point dont on dira un mot pour le deuxième point qui va retenir notre attention, c'est ici. C'est le couloir qui relie Kaliningrad à la Biélorussie. Ce couloir qu'on appelle, j'ai toujours du mal à retenir le nom en polonais, qui est le couloir de Suwalski, voilà, qui est effectivement une zone qui peut être considérée comme une zone de forte sensibilité. Actuellement, le système de missiles basé à Kaliningrad, donc en Russie, ce sont des missiles plutôt à courte portée, à 300-500 km. Ces derniers temps, il est probable qu'il y en a d'autres qui ont été installés par les Russes à Kaliningrad. Voilà. Donc vous voyez un espace qui, dans les tensions et les préoccupations de politique de défense, prend une certaine importance. Continuons nos points d'actualité avec un autre pays qui est la Pologne. La Pologne, eh bien, tout simplement parce que là aussi, le ministère des Affaires étrangères russe a émis des vives protestations à propos de la base de Retsikrovo. Ça aussi, il n'en a pas été fait tellement mention dans les médias. C'est une base de défense installée par les Américains en y mettant quelques systèmes patriotes, étant là pour intercepter d'éventuels missiles venant de l'Est. Bon. Alors, dans le discours du Kremlin, ça a été présenté comme une base d'agression contre la Russie. Quand on voit les matériels qui sont équipés, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt une base de défense pour les pays de l'Est de l'Europe qui font partie de l'OTAN. Alors pourquoi c'est intéressant à noter? C'est une manière de jeter un coup d'œil sur un pays
d'Europe de l'Est, qui fait partie de l'OTAN, qui est une ancienne république faisant partie naguère du pacte de Varsovie. Qu'est-ce que l'on peut souligner? D'abord, incontestablement, quand on regarde la culture polonaise, eh bien, c'est que les Polonais n'oublient pas leur histoire. Une histoire douloureuse, une histoire où les grands voisins qu'ils ont connus au cours du XXe siècle, Allemagne à l'ouest, URSS à l'est, bien, leur ont fait subir, il n'y a pas d'autre terme, une vie particulièrement dure. Pologne n'est pas un pays si peuplé que ça, mais a connu plus de 6 millions de morts rien que pendant le deuxième conflit mondial. Qu'est-ce que l'on peut observer qui peut nous intéresser à l'aune de notre sujet, c'est-à-dire sur les politiques de défense et de sécurité de l'Europe? C'est que les budgets militaires avaient commencé à augmenter il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire quand la Pologne s'était détachée à partir des années 90 de ce qu'était la CEI dans les années Helsinki, et était devenu un pays pleinement indépendant, mais pas énormément encore à cette époque-là. C'était devenu beaucoup plus net à partir de ce qui s'est passé dans le Donbass, c'est-à-dire l'Ukraine orientale, et beaucoup plus net aussi quand les Russes se sont emparés de la Crimée. À partir de ce moment-là, on voit une hausse nettement plus sensible des budgets militaires polonais. Autrement dit, les autorités qui se sont succédées, ça n'a pas toujours été des gouvernements de même tendance, mais globalement, sont dit, bien, pour notre sécurité et celle de l'Europe, on est un peu en première ligne, il est important d'accroître nos budgets de défense. Tant et si bien, et alors ça a été encore beaucoup plus net ces 4 dernières années, qu'aujourd'hui, c'est le premier pays des 32 membres de l'OTAN, c'est le premier pays en termes de ratio budget de la défense rapporté au produit intérieur brut. Ils ont dépassé les États-Unis d'Amérique. 4%, c'est plus que les 3,7, 3,8 des États-Unis. Donc, on a un pays qui incontestablement a des budgets militaires élevés, toujours sur ce même ratio. On est 2 fois plus élevé, voire davantage que les pays principaux de l'Union européenne. Bon. Alors, on a un leader en Pologne, Daniel Tusk, qui est incontestablement très europhile, alors que précédemment, on avait une gouvernance en Pologne qui avait pris quelques distances, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à Bruxelles. Lui connaît très bien, il a été président de l'Union européenne pendant quelques années, et il se rend compte que, selon son point de vue, il y a nécessité, en particulier à l'Est, eh bien, de se doter d'une politique qui soit énergique, ferme par rapport au Kremlin. Alors, on peut en discuter, on peut être d'accord, pas d'accord, mais là, c'est la caractéristique majeure de la politique polonaise. Bon. Alors, il se dote en plus de ces budgets, j'ai repéré quelque chose qui est assez significatif, c'est ce qu'ils appellent, je ne saurais pas vous le dire le mot en polonais, d'un bouclier oriental, c'est traduit comme ça, je crois que la traduction n'est pas très très bonne, mais en gros ça veut dire ça, une somme importante, 2,5 milliards d'euros, pour protéger leurs frontières. Alors quand on parle de leurs frontières, c'est aussi bien celle au nord vers l'enclave, entre guillemets, de Kaliningrad, que vers l'est, c'est-à-dire vers la Biélorussie, la Pologne n'ayant pas de frontière directe avec la Russie. La base de Redzikowo, on vient d'en parler, c'est elle qui a mis, si je puis dire, un peu le feu aux poudres. Ce qu'on peut noter, ça, éventuellement, prêtez-y attention, puisque vous vous intéressez aux politiques de sécurité et de défense de l'Europe, avec ce pays qui est en première ligne, bien c'est que la Pologne, après les 6 mois, on n'est pas encore tout à fait au bout, c'est ce pays qui va assumer, vous savez, la présidence tournante tous les 6 mois de l'Union européenne. Et on ne connaît pas encore tout le programme que Donald Tusk voudrait mettre en œuvre, mais on peut être certain que ce sera une politique assez active, assez dynamique,
notamment par rapport aux questions que nous évoquons ici. Le voilà, Donald Tusk, un monsieur qui a du caractère, on peut dire, hein, et qui connaît très bien, pour y avoir vécu des années, qui connaît très bien le fonctionnement des institutions européennes. Voilà, on revoit ici des points, par exemple, pour ce qui concerne le bouclier dont la Pologne est en train de se doter. Vous l'avez vu tout à l'heure. Là, c'est ici, au nord, hein, Kaliningrad. La base dont on a parlé, elle est ici. Et également, une protection en particulier vis-à-vis de la Biélorussie, qui est un allié, je pourrais presque dire un vassal de la Russie. Voilà le deuxième point concernant les points d'information actuels. Ah, un autre, vous allez dire, mais pourquoi Bruno Morin il nous met ça? On a tellement parlé dans les médias, ce fameux coup de téléphone du chancelier Scholz, parce qu'on va essayer de regarder autrement. Donc le 15 novembre, vos journaux préférés en ont parlé d'abondance, c'est ce fameux coup de téléphone du chancelier au président Poutine. Bon, déjà quelques semaines, presque quelques mois auparavant, il y avait déjà eu un voyage du chancelier allemand en Chine qui avait suscité bien des réserves. Alors, on s'est posé bien des questions et en train de se dire, mais à quoi il joue le chancelier? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça rime à quoi, hein, de passer du temps avec le président Poutine dans un contexte où on voit bien que la politique agressive à l'égard de l'Occident, et en particulier vis-à-vis de l'Ukraine, est de plus en plus forte. Alors certains ont supputé que la coalition allemande, dès lors que les libéraux étaient écartés de la coalition, elle avait peut-être un peu besoin de reprendre des forces. Est-ce que c'était lié à la montée dans les scrutins régionaux de l'AfD, donc le parti d'extrême droite? Tout ça, c'est des supputations qui peut-être sont exactes, mais ça semblait un peu bizarre. Et les remarques, évidemment, les plus acerbes sont venues de Pologne. Bon, alors c'est paradoxal parce que cet entretien, bien sûr, il a été long, 1 heure, voire un peu plus. C'est que le chancelier, tout en discourant d'abondance avec le président Poutine, il continuait à affirmer le soutien allemand à l'Ukraine. Oui, mais tout en annonçant la baisse. Alors vous savez que l'Allemagne était quand même des pays d'Europe celui qui apportait le plus gros soutien à l'Ukraine, hein. Il n'y a aucun doute. Mais à une baisse de 8 à 4 milliards d'euros de 2024 à 2025, ce qui est une baisse sensible. Alors le chancelier disant oui, c'est exact, mais en 2025, on va pouvoir mobiliser pour remplacer, pour que les Ukrainiens n'en pâtissent pas, les intérêts des avoirs gelés russes en Europe. Simplement, en réalité, ces intérêts d'avoirs gelés, ça représenterait à peu près 3 milliards. Alors, pour mieux comprendre, je vous propose, parce que la géopolitique, quelquefois, ça nécessite de regarder les choses sur le temps long. Alors, cette image, je me mets à la place de ceux qui sont tout au fond, à qui j'ai suggéré de prendre un peu d'avancement pour y voir mieux. Heureusement, à l'UTL, il y a quelqu'un qui s'appelle Annie Amer, qui fait le blog pour nous et qui vous remettra les images, vous les verrez mieux, parce que je me dis qu'au fond, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, pourquoi cette image? Eh bien, elle est importante. Dans l'ombre, vous voyez des évolutions depuis le XIXe siècle. Bon, vous voyez que le commerce extérieur, puisqu'il s'agit de ça, à l'époque, deuxième moitié du XIXe siècle, il y avait un pays qui était majeur, qui était le Royaume-Uni. Vous ne serez pas surpris. Mais assez vite, la montée en puissance de l'Allemagne, surtout à partir de son unité, qu'elle va atteindre, jusqu'en 1914. Bon, ça, ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quand le commerce international commence à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire après les négociations de Bretton Woods en 1945 et les accords, notamment les accords du GATT, qui marquent l'entrée dans un véritable commerce international vivant, actif, ouvert.
Et là, qu'est-ce que vous voyez? Dès les années 50, la montée en puissance de l'Allemagne comme grande puissance exportatrice. Autour des années 90-2000 et même un peu au-delà, eh bien, ils vont, presque à certaines années, détrôner les États-Unis comme premier exportateur du monde, dépasser le Japon. Et ce n'est qu'aux alentours de 2005-2010 que la Chine, qui va monter en puissance rapidement, va les dépasser. Autrement dit, si vous regardez ce document sur le temps long, ça nous permet de comprendre une chose et peut-être davantage ce coup de téléphone qui nous semblait mal à propos, comme on dit. C'est-à-dire que dans la culture politique de la période contemporaine, on peut se poser la question si l'Allemagne a quitté ou pas encore la période, alors j'aurais dû mettre entre guillemets, la période de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire celle où on échangeait de plus en plus chaque année. Alors on ne va pas remonter au temps très ancien, ça sera intéressant en histoire, ce qu'on a appelé la première mondialisation au XVIe siècle et le rôle qu'a joué la Ligue hanséatique, ça serait passionnant, mais ce n'est pas notre sujet. Mais par contre, quand on regarde les 70 dernières années, on voit quelque chose qui est très important pour comprendre les réalités européennes d'aujourd'hui, c'est que l'Allemagne est animée par une culture mercantiliste. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ça qui est le moteur de sa politique. Alors, comme je l'ai dit en regardant la diapo précédente, vers l'an 2000, elle est la première puissance exportatrice. Les exportations, il faut bien voir qu'en Allemagne, jusqu'à ces 4 ou 5 dernières années, eh bien, ça représente largement la moitié du produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'un Allemand ou une Allemande travaille, un jour sur deux, il travaille pour l'export. On en est loin chez nous. Autrement dit, que le chancelier Scholz, socialiste qu'il soit, imbu de valeurs humanistes, il a été ministre des Finances de Mme Merkel pendant des années, eh bien, il y a quand même un souci, et il y a beaucoup de forces politiques et économiques en Allemagne, et qui n'ont qu'un désir, c'est qu'on retourne aux affaires, comme disent les Britanniques, business as usual. Et quand on regarde les relations avec les grands pays, si on pouvait négocier dans des conditions pas trop mauvaises la paix, on trouverait du gaz russe à bon marché, donc qui permettrait à notre industrie de bien fonctionner. Avec les Chinois, on arriverait peut-être à s'entendre, y compris sur des marchés difficiles comme l'automobile. On continuerait à leur apporter tout ce dont ils ont besoin en termes de biens d'équipement, en termes de produits pharmaceutiques, chimiques, etc. Et avec les Américains, ce sera peut-être un peu difficile, mais voilà. Donc, il ne faut pas trop s'étonner finalement d'un coup de fil et de voir qu'entre pays d'Europe, même si jusque-là il y a toujours l'unanimité à 27 qui a régné, vous ne pouvez pas empêcher que les intérêts demeurent et que les cultures propres à chaque pays sont là. Alors, bon, pas le seul, il y a un certain nombre de pays, à la rue des sciences politiques ou autres, au même titre d'analyse, on voit bien un peu ce qui se passe. Voilà de choses. Et puis aujourd'hui, on est à 1015 jours de guerre. Je ne vous cache pas qu'à un moment, je me suis dit, mais c'est bien gentil de rappeler des faits, c'est le rôle de la géopolitique, des faits diplomatiques, des faits militaires, des faits économiques, même parfois, tout ça. Bon. Et puis, il y a un moment où on se dit, mais on perd peut-être de vue l'essentiel, quoi. Alors, loin de moi de vous voir vous faire un cours de philosophie morale, encore qu'à certains moments, j'ai presque eu envie, en piochant chez Hannah Arendt ou d'autres auteurs de la philosophie, nous rappeler ça, quand même. Politique de sécurité et de défense, c'est bien voir que cette réalité humaine, c'est ça d'abord, et qu'on n'a pas à le perdre de vue. C'est bien ça qui est la réalité présente. Bon, j'insiste pas plus parce que mon propos serait vite assez lourd.
mais j'avais quand même envie avec ces deux côtés de le rappeler. Et puis il y a quelques personnes aussi avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger il y a quelques jours qui m'ont dit à peu près la même chose. Comme vous ne voyez pas ce qu'il y a dans mon verre comme ça. Alors, on avait posé notre problématique la fois précédente autour de 5 grandes questions. Et donc, on y revient. Et donc, aujourd'hui, on va entrer dans ce premier temps qui est indispensable, c'est d'essayer de comprendre pourquoi une politique de défense et de sécurité en Europe est venue si tardivement. Alors que l'Europe, on a souligné tout notre cours de l'an dernier, des étapes de la construction européenne, bien, voilà, en matière de défense, on a guère avancé et il y a lieu de se demander pourquoi. Bon. Et puis après, ben, on avancera dans les autres éléments que j'avais posés en termes de questionnement. Alors, entrons tout de suite dans cette première grande partie. Pourquoi une politique qui a tellement tardé? Alors, parce qu'il y a une raison fondamentale. Quand j'ai posé le questionnement, j'avais commencé à en dire un mot très, très rapidement. C'est l'échec de la communauté européenne de défense, CED. Alors, bien sûr, il était question de défense. On revient au début des années 50. Et on va essayer de dérouler, de comprendre pourquoi. Pourquoi, et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi Bruno Morin, il veut à tout prix nous coller quelque chose qui s'est passé il y a 70 ans? Bah, tout simplement, et dans la littérature que je vous ai proposée, bah, tout le monde passe par là. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé ces dernières années en Europe si on ne passe pas par là. C'est un passage incontournable. Incontournable. Alors, une citation au départ. Une citation d'un auteur, je n'ai pas mis tout le début de la phrase pour pas que ce soit trop long, et qui dit qu'il s'agit d'une colossale fumisterie et d'essai d'abdication nationale. Alors, ce n'est pas dans un discours, c'est dans une lettre. Il a écrit ça, et il poursuit. Je suis le premier convaincu de la nécessité de l'Europe, mais on ne peut pas bâtir l'Europe, on ne peut bâtir l'Europe qu'à partir des nations. Bon. Si je vous demandais de qui il s'agit, évidemment, vous direz la citation est reconnaissable, au fond bien. Bon, il y a l'écriture du général, c'est clair. On ne peut bâtir l'Europe qu'à partir des nations. Vous voyez déjà tout le débat qui s'est ensuivi avec une Europe, l'affaire des nations, c'est-à-dire une Europe intergouvernementale, ou une Europe qui serait davantage fédérale. Ça va rythmer, eh bien, depuis 70 ans, la vie d'Europe, et on n'en est pas sorti, pour un sans faux. Une Europe intergouvernementale, c'est une Europe avec de très larges domaines régaliens, et le domaine régalien, ben, la défense y figure au premier chef, beaucoup plus qu'une tendance plus fédérale. Encore que, on verra qu'il y a des éléments un peu plus tendance fédérale qui commencent à pointer le nez, en particulier pour un domaine qui n'est pas directement le centre de la politique de défense, mais qui touche en particulier aux industries d'armement. Alors on va mettre qu'il s'agit du domaine industriel. On ne va pas dire trop haut, il s'agit d'industrie d'armement. Voilà, donc il va falloir aller regarder de près et comprendre les raisons de cet échec de la CED, la Communauté Européenne de Défense, et de voir, bon, en même temps de rappeler que c'est la France qui a fait échouer ce projet. Curieusement d'ailleurs, c'est elle qui était assez largement à l'origine, et qui, assez curieusement, c'est pas exceptionnel dans l'histoire européenne, c'est qu'à partir d'un échec, l'Europe va rebondir autrement. Elle va repartir sur d'autres bases en ce qui concerne le projet européen. Alors l'échec de la CED, il va être célébré
la Chambre des députés de l'époque, vous voyez 319 voix, c'est le succès qui est célébré par les deux grandes tendances qui étaient très fortes à l'époque, le Parti communiste français et l'autre parti qui était assez important, qui était le Parti gaulliste. Alors on va reprendre des éléments de l'histoire parce qu'il faut ici attarder un peu. Je vous raconte un peu cette période de l'histoire en essayant de ne pas vous endormir chemin faisant. 1950, il y a un peu d'euphorie en Europe. Pourquoi? On vient d'arriver à signer, 6 pays, le traité de la CECA. C'était pas évident d'arriver à ce que les 6 pays, dont 2 étaient des adversaires, l'Allemagne et l'Italie, se mettent d'accord pour un domaine qui à l'époque n'était pas négligeable. Aujourd'hui, on dirait charbon et acier, on est communiste, ça ne passe pas nous. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était un succès. C'était un succès. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans cette même année 50? C'est le début de la guerre dans un point très éloigné, qui est la guerre de Corée. Oui, la guerre de Corée, c'est la Corée du Nord, probablement pas toute seule, qui cherche à envahir la Corée du Sud. Et que les pays, sous la bannière de l'ONU, pas d'OTAN, de l'ONU, qui vont défendre contre cet agresseur. Seulement du côté des Alliés, et en particulier des Américains, on est en période de guerre froide. Bien. Du côté des Américains, qui envoient l'essentiel des troupes en Corée du Sud, il y a une question qui se pose. Et ils se disent, et si du côté communiste, en particulier du côté de Staline, on décidait d'engager un processus quelque peu analogue en Allemagne? Et oui, on serait dans une situation délicate, être sur 2 fronts extrêmement éloignés, d'où l'idée qui vient assez largement du Pentagone et du gouvernement à Washington de dire on ne peut pas tout à fait rester les bras ballants. Donc, on va suggérer aux Européens, aux Américains, de dire il faudrait peut-être se bouger un peu et arriver à constituer un embryon de défense européenne un peu plus solide. Oui. Seulement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas vieux. 5 ans. Imaginez pour tous les déportés et prisonniers, l'idée d'armer, fût-ce à échelle modeste, l'Allemagne, les levées de boucliers, vous n'y pensez pas. Vous voulez restaurer la Wehrmacht? Ouais. Donc, des campagnes de presse très actives et compréhensibles, encore une fois, dans le contexte de l'époque. D'accord? Donc, là, on est avec une situation difficile, tendue, et où l'idée d'un réarmement, même minime, de l'Allemagne n'est pas perçue comme quelque chose de souhaitable. C'est clair. Alors, comment faire? Bien, il y a une proposition d'un quelqu'un qui s'appelle René Pleven, qui était président du Conseil, c'est comme ça qu'on appelait l'équivalent du Premier ministre. Enfin, il n'y avait pas de président de la République qui ait un rôle réel sous le quatrième. Il fait une proposition, il se dit, après tout, puisque ça marchait pour la CECA, pourquoi on n'aurait pas un système où il y aurait une autorité supérieure, en clair, supranationale, comme la haute autorité pour la CECA, qui chapeauterait cette petite armée européenne susceptible de prendre sa part
dans la défense de l'Europe. Oui. Alors c'est une déclaration qui n'était pas très bien préparée, il faut le dire, et qui a débouché sur un traité, celui de Paris du 27 mai 52, qui juridiquement et politiquement n'était pas très bien élaboré. Donc, il y avait beaucoup de failles, et s'il a été signé par un certain nombre de pays, des pays du Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg, puis par l'Allemagne, en France, ça a donné lieu à des débats incessants, tant et si bien que ça a duré 2 ans. Et que Manès France, en 1954, vous voyez, il s'est passé pas mal de temps, s'est dit, bon, j'ai pu obtenir la fin de la guerre en Indochine, les accords de Genève, il serait peut-être temps de clore cette affaire, d'autant que le contexte international était un tout petit peu moins tendu en 1954. Il y avait eu la conférence de Genève, Staline avait eu la bonne idée de décéder l'année précédente, en 1953. Bon, c'était un peu... C'est resté très tendu en la période de guerre froide, mais un peu moins qu'avant. En 1953, on avait obtenu un cessez-le-feu, pas un traité, mais un cessez-le-feu entre Corée du Nord et Corée du Sud, après le Mnuchin. Donc, peut-être que le moment est venu de soumettre ça à l'Assemblée. Ah oui, seulement l'Assemblée, en France, l'a refusé. D'accord? Voilà les étapes. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le long terme? Pas vraiment. Parce que quelques mois plus tard, dans le cadre de l'OTAN, finalement, la RFA, République fédérale allemande, sous contrôle très strict, bien le traité de l'OTAN et le contrôle américain, finalement est rentrée dans l'OTAN, sans que ça donne lieu aux intenses batailles qu'on avait connues à la Chambre des députés en France. Comme quoi, quelquefois le temps fait son œuvre. Voilà ce qui s'est passé et comprendre. Mais ce qui est sûr, et là j'enchaîne avec la suite, c'est de bien comprendre les conséquences de l'échec de la CED. C'est que la défense de l'Europe, et c'est là que c'est important pour la suite, jusqu'à aujourd'hui, elle va relever globalement, non pas de l'Europe, de ses institutions, mais elle va relever de l'OTAN. C'est-à-dire ce qu'on appelait souvent dans le vocabulaire des médias le parapluie américain. Dans ce domaine, défense, sécurité, la préférence des pays européens, y compris parmi ceux qui ont rejoint l'Europe dans une période beaucoup plus récente, eh bien, ça va être pour l'atlantisme. Et les pays européens nouveaux venus, entre guillemets, c'est ceux qui sont les plus atlantistes de tous les pays d'Europe. Alors voilà, conséquence, donc on se replace dans ces années, première moitié des années 50. On va se demander, est-ce que l'Europe, à peine naissance à la suite de cet échec, va vers sa fin? Non, non. On aurait pu penser que c'était un échec grave, mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu 3 pays, les 3 petits pays de cette Europe de la CECA, très pragmatiques, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, qui se sont dit, bon, on ne prend pas les choses par le bon bout, on va essayer de regarder des choses de manière beaucoup plus pragmatique, en les orientant vers ce qui peut faire avancer l'Europe, c'est-à-dire bien davantage le domaine économique. On va préparer des dossiers de manière beaucoup plus rigoureuse, et ils ont travaillé de manière très dense pour arriver à une conférence qui s'est déroulée en Italie, à Messine, les Italiens étant d'ailleurs très porteurs eux aussi, et cette conférence de Messine, elle a été incontestablement un succès, un très beau succès. Et elle a débouché sur bien, une sorte de délégation, on va dire à un homme, un grand Européen qui faisait l'autorité, le Belge Paul Orispac. Eh bien, vous allez assurer en quelque sorte le portage politique et institutionnel de l'affaire, à vous de jouer pour faire avancer les choses. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, mars 57,
au traité de Rome et qui n'a finalement, quand on regarde les débats dans les différents pays, à commencer par le nôtre, où on est quand même assez fort pour débattre quelquefois de manière, bon, assez intense, on va dire, ben, ce serait bien passé. Hein, 57. Mais il s'agit de quoi? D'un traité mettant en route une communauté économique européenne. La leçon de l'histoire, après la CED, c'est le domaine économique pour l'Europe, oui, le domaine régalien, non. Et c'est comme ça que l'Europe a avancé dans les années qui ont suivi, et le fait qu'on a beaucoup tardé pour avoir des politiques de défense et de sécurité. C'est clair? Tout à fait. Les dividendes de la paix. Dividendes de la paix, c'est une expression que vous retrouvez beaucoup dans la littérature. Dividende, ça veut dire qu'on touche des profits. Bon. Le fait que, eh bien, les États-Unis d'Amérique assurant l'essentiel de la politique de sécurité, y compris en Europe, ben, ça veut dire que les Européens, bon, le terme peut vous choquer un peu, mais ils vont vivre en réalité avec une certaine insouciance budgétaire. Il manque le mot, une certaine insouciance budgétaire quant aux questions de sécurité et de défense. Autrement dit, c'est comme à la cour de récréation, si vous avez un grand qui est là pour vous protéger, là, tout va bien. Il n'y a que 2 pays en Europe qui vont garder des budgets militaires, je ne dis pas en augmentation, mais en moindre diminution. C'est le Royaume-Uni et la France. Bon. La France est assez largement due aussi à des choix. Bon, ce sera intéressant de faire toute une comparaison avec nos voisins britanniques, mais notamment par les choix à partir de 1958 qui ont été ceux confirmés par le général de Gaulle, qui avait commencé en réalité historiquement avant sous la 4e République, et notamment le choix de disposer d'armes nucléaires. Alors il y a une équipe de la Banque mondiale, donc cette institution qui siège à Washington, qui ont essayé, alors c'est un calcul très compliqué, alors je me garderai bien de valider ou pas dans le détail, ils sont infiniment plus compétents que ma modeste place, qui ont essayé de valider, au fond, l'impact pour les finances publiques des pays européens, autrement dit ceux qu'on a qualifiés de un peu insouciants, puisque les Américains assurent qu'on n'a pas besoin de faire trop de dépenses, pour les budgets militaires. Et ils sont arrivés à un chiffre qui n'est pas à la virgule près, mais pour dire que, en gros, pour la période que vous voyez sur le tableau, eh bien, c'est plus de 2000 milliards d'économies, donc qui ont été placés ailleurs, sur des budgets sociaux, sur des budgets éducatifs, tout ce que vous voulez. Bon. Ça laisse un peu rêveur, d'ailleurs, parce qu'en termes de finances publiques, quand on voit les situations, alors c'est un autre débat, bien sûr, mais les situations actuelles de certains pays d'Europe, personne, mais on se dit que Bigre, s'il avait fallu assurer pendant tant d'années ces budgets de sécurité et de défense, à quel niveau d'endettement on serait, mais enfin, c'est un autre chose. Alors, il y a un auteur qui est très connu, ou assez connu, peut-être que vous avez eu la chance parfois de lire certains de ses papiers, qui s'appelle Zaki Laïdi. C'est un homme qui quelquefois dérange un peu parce qu'il dit les choses assez nettement, mais c'est un très très bon analyste. Et il dit, au fond, l'Europe, elle a vécu avec une perspective, c'est de se dire, l'important, c'est que les choses se passent bien à l'Organisation mondiale du commerce, dans toutes ces structures,
qui sont multilatérales. On va mettre des normes et petit à petit, le monde il va fonctionner de mieux en mieux. Entre gens de bonne compagnie, ben voilà, on se fixe des normes, on les respecte et dans ces échanges, ben, on va être toujours gagnant-gagnant. Ouais, bon, bah, ouais. Hein, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est la grande période de naïveté européenne qui a duré pratiquement jusqu'à 3 ou 4 ans. Et puis, comme Zaki l'a dit, il a observé la période plus contemporaine. Ben, il a dit que cette première période, cette période de la norme sans la force, ben, ça débouche sur le reflux de l'Europe, simplement. Vous voyez qu'il n'y a pas que des dividendes dans l'histoire. Alors regardez ce graphique. Alors pareil, pour ceux qui sont au fond et qui ont du mal à lire, vous verrez dans le blog que Annie Hammer réalise, vous le verrez mieux, mais il est quand même très, très important à bien visualiser. Voilà, il est là aussi, moi j'aime bien les documents qui sont sur une période suffisamment longue. Là on est en pleine guerre froide, donc il s'agit des pays européens. 61 par exemple, c'est la crise de Cuba, vous voyez on est à un peu plus de 3% du PIB consacré à la défense. Hein, c'est une période chaude. Enfin, moi je me souviens, j'étais gamin, je venais d'entrer au lycée, et y compris dans les cours de récréation, on rigolait pas trop, on était là en train de se dire, mais est-ce qu'il va y avoir la guerre? Bon, vous étiez trop jeune, vous n'avez pas pu connaître ça. Là, vous voyez la période là où il y a la rupture, c'est la chute du mur de Berlin. Vous voyez, à partir de la chute du mur de Berlin, où on est encore à 2,6-2,7% du PIB, tout à fait, jusqu'à presque 2014, c'est-à-dire la Russie qui envahit le Donbass et la Crimée, là c'est une chute en pourcentage de moitié. Alors, attention, en pourcentage, alors que le PIB dans cette période-là, il n'a pas doublé, mais enfin il a quand même pas mal augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a une chute des budgets de défense et de sécurité, et où, au fond, où les budgets de défense et de sécurité se sont maintenus, là aux États-Unis d'Amérique, en Chine et en Russie, en particulier en Russie, à partir de l'arrivée de Poutine au pouvoir. À quoi ça a servi les recettes en devises du gaz acheté aux Russes? Ben, au lobby industrialo-militaire. Les achats massifs que les Allemands, et pas que l'Europe, ont fait, ben voilà qui a financé. Alors là, vous voyez, ça remonte sur la période actuelle, mais quand les Américains, ils n'ont pas tout à fait tort. Aux États-Unis, on a toujours l'impression qu'on est lié avec le fameux article 5. Article 5, si un pays est attaqué, tous les autres viennent à son secours. Oui. Mais on oublie un autre article qui est tout aussi fondamental, qui est l'article 3, qui disait, donc depuis 1949, tous les pays participent au financement des politiques de défense. Ouais. Il est où, là? Tous les pays participent au financement des politiques de défense. Vous ne voyez pas trop, hein? Pas trop. Alors, voyons toujours dans cette première partie, donc d'une Europe qui a quand même tardé à mettre en place des politiques de sécurité et de défense. Donc, toujours dans cette première partie, est-ce qu'il s'agit d'une mainmise américaine ou d'une, entre guillemets, paresse européenne, ou un peu des deux, bien sûr.
Je crois qu'il faut se remettre en mémoire quelques moments marquants de la guerre froide. Et peut-être je vais dire un mot du blocus de Berlin. Bon, le traité de l'OTAN, on en a déjà parlé. Oui, je vous redis quand même l'article 3, là, je viens d'en dire un mot, mais je vous le cite texto pour que ce soit bien clair. Hein. L'article 3, les parties au présent traité, donc c'est le traité de l'OTAN, agissant individuellement et conjointement, c'est-à-dire chaque pays individuellement et conjointement, c'est-à-dire l'ensemble des membres de l'OTAN, par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité de résistance à une attaque armée. Bien dit, hein, accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance. Il y a bien, effectivement, quelque chose qui, dans cette période-là, a été un problème. Alors, on va se remettre quelques moments de la guerre froide. Il faut se souvenir, hein, quand on s'est mis dans le contexte, est-ce que l'Europe, qui était exempte de sortir de la guerre, peut se passer de la puissance militaire américaine? Non, à l'évidence. Regardons cette affaire du blocus de Berlin. Le blocus de Berlin, ça a duré presque 12 mois, 11 mois. Staline, qui vient d'obtenir de ses chercheurs et militaires l'obtention de la bombe atomique, alors qu'on est en pleine querelle idéologique, Truman d'une part, Zhudanov d'autre part, eh bien, décide de se montrer très ferme quant à la situation de Berlin-Ouest. Berlin-Ouest qui est enclavé à l'intérieur de la République démocratique allemande. Vous voyez à peu près une carte. Donc, il décide de fermer les trois voies ferroviaires qui mènent de la République fédérale allemande vers Berlin-Ouest, et de même pour les 3 voies routières, qui étaient même des voies autoroutières, donc fermées. Ah, que fait-on? Que fait-on? Déclencher à nouveau une guerre. Bon, les Américains ne sont pas très désireux de s'engager là-dedans, et ils décident de contourner l'obstacle, si on peut dire, en disant les Soviétiques ne vont pas oser empêcher nos avions de survoler pour aller ravitailler Berlin. Ce n'était pas une masse à faire, il y avait presque 2 millions de personnes qui vivaient à Berlin-Ouest. Alors il y a un pont aérien assez fantastique qui se met en place. Les rotations pour se représenter, aujourd'hui on a davantage de moyens, mais à l'époque, avec, vous voyez, l'avion avec les bons vieux DC-4, DC-6, c'était 700 rotations par jour pour l'alimentation. Ça a été très très bien organisé avec des voies pour l'acheminement, une autre voie aérienne pour retourner, et finalement, bien, les Soviétiques, au bout de 11 mois, ont dit bon, stop, on arrête le blocus. Toujours à Berlin. Alors, ça, vous étiez. Oui, mais non. C'est 1963. Là, vous étiez né, il n'y a pas de problème. C'était le fameux discours de juin 1963. C'est l'année où le président Kennedy a été assassiné, vous le reconnaissez. Et la phrase ô combien célèbre de son discours prononcé devant l'hôtel de ville de Berlin-Ouest, Ich bin ein Berliner, c'est-à-dire je suis un Berlinois. Ça voulait dire quoi cette phrase? Important. Moi, président américain, j'affirme à la population de Berlin-Ouest, qui avait une blocus, qui était insérée à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est, qui savaient tous les problèmes de sécurité qui pouvaient se poser, je leur dis, je suis un Berlinois. Très clairement, que le président des États-Unis s'engage comme s'il était citoyen de la ville de Berlin, c'est bien ce qu'il affirme, à défendre les villes d'Europe et les pays d'Europe. Oui, c'est ça que ça veut dire. Mais
l'affirmant de cette façon-là, certains membres de son cabinet, par la suite, lui ont suggéré, Monsieur le Président, il aurait peut-être été de bon ton de rajouter les termes de l'article 3 en disant, oui, vous êtes un Berlinois, mais il serait bon que l'ensemble des pays d'Europe participent à la défense de l'Europe. Mais bon, c'était dit, une phrase qui reste célèbre, peut-être l'un des plus, ou le plus célèbre discours de Kennedy. Ça marque l'histoire, c'est un joli livre d'histoire, c'est très beau. Voilà, je suis un Berlinois. Mais en même temps, vous voyez, en quelque sorte, c'est, comment dirais-je, ça serait un peu malveillant de voir les choses comme ça, mais c'est quand même, je mets un peu la main sur la sécurité de l'Europe, je l'assume. Bon, c'est un peu excessif, hein, ce que je dis. Mais enfin, à la fois c'est très très beau, mais c'est presque un peu trop, en quelque sorte. Alors toujours dans cette première partie, est-ce que cette Europe va rester naïve, dépendante et seulement marchande? Pas tout à fait. Ce serait injuste de la considérer comme telle, cette Europe. Pourquoi? Parce que le chemin parcouru, il va être considérable. On l'avait vu l'an dernier dans les étapes de la construction de l'Europe. Qu'est-ce que l'on peut noter quand même qui est intéressant? D'abord, c'est qu'il va y avoir des élargissements successifs qui sont plutôt bien gérés. Plutôt bien gérés. Alors, quand c'est des voisins comme ceux d'Europe du Sud, c'était pas les plus compliqués. C'était un petit peu plus difficile avec nos chers amis britanniques, mais bon, voilà. Il y a eu également dans les politiques des progrès, dans la mesure où l'Europe de l'acte unique, avec libre circulation des biens, des services, des capitaux, etc., il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça, et comme j'avais fait avec Frédéric Gelbert à l'émission de la radio sur Jacques Delors, on avait beaucoup insisté tous les deux pour montrer qu'il n'y avait pas eu que ça. Il y avait eu aussi l'Europe pour rattraper le retard des régions en voie de développement, qui avait eu un certain souci déjà d'une Europe plus sociale, plus partageuse, etc. Donc, tout ça, ça a été assez intéressant, et que ça va préparer cette Europe plus de la période contemporaine, qui, par exemple, au sortir des questions très dures, au sortir de la pandémie, par exemple, et des problèmes de santé publique qui s'étaient posés, va sortir de sa par léthargie, mais de sa frilosité, par quelque chose que personne auparavant, 2 années auparavant, n'aurait osé soupçonner. 750 milliards d'euros mis en commun, c'était du jamais vu. Mais, pas du jamais vu, mais du jamais imaginé. Jamais imaginé. Donc, voilà. Donc, on a une Europe qui va commencer à se bouger en quelque sorte. Ceci étant, la question demeure, est-ce que cette Europe, elle a vraiment la volonté d'assumer sa défense? Dernier point de cette première partie, c'est probablement quand vous avez, à partir de février 2022, suivi tous les événements, vous avez entendu en boucle l'Europe qui avait connu la paix depuis 75 ans et puis qui voit la guerre revenir sur son territoire européen. C'est des choses qu'on a entendues. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Eh bien non. Non, parce que ça voudrait dire qu'on gomme un certain nombre de réalités en Europe qui ont été des réalités de guerre. Donc, bien avant 2014, bien toutes les années 90, on peut dire jusqu'à 2004, ont été des réalités marquées par des réalités de conflits, mais terribles, terribles, dans l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie, on est bien en Europe, n'est-ce pas? Bon, alors, l'Europe en 92, c'est le premier embryon d'une politique, au titre 5 du traité,
qui institue une politique étrangère de sécurité commune, mais c'est epsilon. Hein. Et donc on va avoir une Union européenne qui va être tout à fait impuissante dans les guerres de l'ex-Yougoslavie. Les guerres de Yougoslavie qui ont fait des dizaines de milliers de morts. C'était des guerres atroces. Des massacres qui n'ont pas cessé, des politiques d'épuration ethnique, alors serbes croates, serbes bosniaques, serbes avec le Kosovo, enfin, etc. Alors c'est complexe, parce que là voilà l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie qui avait été tenue par une main de fer par le maréchal Tito, hein, pour essayer de tenir un pays très fragmenté au plan ethnique, au plan religieux, au plan historique, etc., et qui a pas moins d'une dizaine de composantes. Regardez, depuis voilà, la Slovénie ici, la Croatie ici, la Serbie ici, le Monténégro, etc. Et là, c'est complètement enchevêtré. Et c'est là où ont eu lieu les guerres les plus terribles. Et il s'agit bien de guerres. Quand on relit il commence à y avoir des bouquins d'histoire sur cette période-là, on est frappé de l'horreur qu'a été la guerre dans cette ex-Yougoslavie. C'est quelque chose d'inimaginable. Ouais. Alors, les conséquences. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, ces pays qui sont très fragmentés et morcelés, on peut se demander si c'est des pays viables, avec des frontières pseudo-ethniques. En réalité, c'est plus complexe que ça. Et ces pays qui sont petits, ils restent comme on dit, c'est l'expression, dans l'antichambre de l'Union européenne. Et comment il pourra en être autrement, tant les difficultés sont grandes pour arriver à adopter des cadres, les critères juridiques de l'Europe. Et l'Europe, elle maintient son système de valeurs, son système de droit. C'est normal qu'elle le maintienne. Mais pour l'instant, ça a du mal à avancer. Il y a des missions en permanence pour essayer de faire avancer les choses. Mais c'est pas facile. En même temps, on voit bien que pour ce qui est le plus important, le retour de la paix, l'Union européenne, elle a eu besoin de quoi? Comme elle n'en était pas capable, elle a eu besoin de l'OTAN, des fameux accords de Dayton aux États-Unis, pour mettre au pas, c'est quand même le pays essentiellement fauteur de guerre, qui était la Serbie de Milosevic. Bon. Alors il y a eu quelques avancées, notamment liées au ministre des Affaires étrangères allemand, Bert Fischer, pour essayer d'entraîner un petit peu et modifier la loi fondamentale allemande, mais c'est peu de choses, procès mais qui n'ont pas été très loin, devant le tribunal pénal international. Donc, regardez cette photo, elle en dit plus que le long discours que je suis en train de faire. C'est des Kosovars. J'ai cité entre Bosniens et Kosovars, peu importe. Mais regardez, l'appel au secours. Est-ce qu'il est adressé à l'Union européenne? Non. Il est adressé à l'OTAN. La tour en anglais, l'OTAN. Voilà, donc cette Europe, jusque-là, alors j'ai mis l'expression n'est pas très correcte, shooter, vous mettrez un terme plus poli si vous voulez, enfin très, un peu drogué si vous voulez, aux guerres russes. Elle ne veut pas considérer la montée des périls. Elle est une grande puissance économique et commerciale, c'est-à-dire en cas de, et elle devient un acteur secondaire finalement au plan politique et militaire. D'autant que quand on se rapproche de la période qui est la nôtre, d'autant que le Royaume-Uni va la quitter. Et ça va être une étape très importante. Elle persiste à croire à un multilatéralisme qui s'estompe de plus en plus.
c'est là où il y a eu une certaine naïveté européenne. Alors ce sera l'objet de la partie 2 qu'on va esquisser là l'instant. C'est la deuxième partie qui commence avec 89. C'est vrai que c'est une rupture dans l'histoire. 89, c'est une date clé dans la vie de la communauté économique européenne, qui va devenir un peu plus tard l'Union européenne. Et 89, c'est quoi qui se passe? Vous le savez tous, bien sûr, c'est la chute du mur de Berlin. C'est une nouvelle Europe qui va commencer à s'esquisser, et c'est la deuxième partie, donc ce réveil progressif de l'Union européenne, qui n'est pas encore l'Union européenne, mais qui va le devenir. Alors on va simplement l'esquisser un tout petit peu aujourd'hui, mais on la traitera la fois prochaine, qui sera le 9 janvier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer cette partie-là? Cette année historique, qui est 1989, est-ce qu'elle a été prévue, annoncée? Non, à l'évidence. C'est un inattendu de l'histoire. Il y a eu des signes quand vous écoutez attentivement les cours de Jean-François. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent, notamment dans la société civile, dans les pays de l'Est, bien sûr. Et de là à prévoir l'irruption aussi nette de cet événement qu'est la chute du mur de Berlin et ce qui va s'en suivre, non. Alors il y a des signaux faibles, ce que je viens d'évoquer, mais là le but c'est de vous référer au cours de Jean-François. Il y en a un que j'ai retenu, qui est lié à une conférence à l'ONU à New York en décembre 88, qui est lié à des propos de Gorbatchev. Des propos qui n'ont pas été tellement entendus. J'ai repris, pas toute la presse bien sûr que non, mais les annales du monde pour voir, quand on relit à travers la presse ce discours de Gorbatchev, qu'est-ce qui est retenu? C'est essentiellement ce qu'il va dire ce jour-là sur le désarmement. Et ce n'était pas négligeable, sur la limitation des armements nucléaires stratégiques, etc. C'était un grand pas en avant. Bon, et évidemment, dans tous les pays, on se réjouissait de voir une annonce comme celle-là. Mais il y a une petite phrase qui est insérée et qu'on n'a pas entendu suffisamment. C'est quand, au détour d'un paragraphe, puisqu'il avait son texte devant les yeux, on l'a trouvé, il a dit « La liberté de choix est un principe universel », et il parlait bien de la liberté de choix des peuples et des gouvernements. La liberté de choix est un principe universel, il ne devrait pas y avoir d'exception. Quand on la regarde à nouveau, cette phrase avec le recul, on se rend compte du pas énorme que Gorbatchev avait fait ce jour-là. Mais, encore une fois, on a focalisé sur d'autres éléments, certes très importants du discours, et on n'a pas assez entendu cette petite phrase qui a été dite ce jour-là. Donc il va se passer quelques mois, puisque là on est en décembre 88, jusqu'à la chute du mur de Berlin, le 9 novembre, et tout ce que ça va provoquer, c'est-à-dire l'onde de choc qui va s'en suivre, et qui va provoquer ce que beaucoup d'historiens vont appeler le second printemps des peuples. Le premier printemps des peuples, vous vous souvenez, c'est 1848. Cette révolution qui va concerner beaucoup la Seconde République en France, et puis un mouvement qui va concerner beaucoup de lieux en Europe. Alors là aussi, à nouveau, reprenez vos notes des cours de Jean-François. Ce qui est très frappant, c'est, on dirait, la société civile, c'est que c'est les citoyens des pays de l'Est qui vont mener le mouvement très largement, très largement. Et Jacques Delors, d'ailleurs, à ce moment-là, doit dire c'est pas l'Ouest qui vient comme ça se diriger vers l'Est,
Mais c'est l'Est qui, par lui-même, est attiré par des valeurs de liberté, par des valeurs d'égalité, par des valeurs qui sont celles d'un Occident auquel il a envie de se référer. Et on retrouverait les mêmes choses chez Václav Havel. D'ailleurs, je vais terminer par un texte de Václav Havel, plutôt que de terminer par le livre de Francis Fukuyama, qu'on reprendra peut-être la prochaine fois. Václav Havel, vous voyez donc le grand écrivain tchèque, vous voyez, les nouvelles, et un auteur que j'adore, superbe. C'est un grand homme politique qui a favorisé la transition dans son pays, mais quelqu'un qui était un visionnaire en quelque sorte. Alors voilà ce qu'il dit Václav Havel. Lucide en même temps. Le paradis n'a pas triomphé et nous devrons affronter encore beaucoup de difficultés. Ce qui a triomphé, c'est l'espoir réel du retour commun de nos États et nations libres, indépendants et démocratiques en Europe. C'est déjà une bonne chose. Qui parmi nous l'aurait imaginé il y a encore une dizaine d'années? Nous avons la possibilité de transformer les pays colonisés par Moscou en une communauté qui se rapprochera de la riche Europe occidentale. Alors là, c'est là où ça devient important. Non comme un rejeton pauvre, ni comme un prisonnier désabusé qui vient d'être amnistié, mais comme quelqu'un qui a quelque chose à offrir. C'est ça la phrase clé. Qu'est-ce que c'est qu'il y a à offrir? Des aspirations spirituelles et morales, des initiatives de paix, des potentialités créatrices, une éthique de la liberté fraîchement acquise, une imagination nécessaire à la solution radicale des problèmes existants. C'est magnifique ce texte, super. On n'a pas assez écouté, là. C'est un peu dommage. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.